Bonjour à tous, mais tout d'abord merci beaucoup à Nice de m'inviter pour partager la vision que Forrester a de l'expérience client. Je suis Thomas Husson, je suis vice-président et analyste donc chez Forrester, qui est un cabinet d'études et de conseils indépendant. On est entre la marque et ses prestataires, quels qu'ils soient, start-up, plateforme digitale, acteurs du cloud, agences et cabinets de conseil. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la transformation par l'expérience client et je vais vous donner un éclairage sur le marché français et partager avec vous un certain nombre de tendances que l'on observe. Alors, ce n'est pas forcément intuitif de parler de transformation par l'expérience client. Si je vous parle de transformation digitale, tout de suite, on sait de quoi on parle et la plupart des managers, des dirigeants, des comités de direction ont été sensibilisés à cette notion de transformation digitale et sont déjà assez matures, plus ou moins évidemment, selon les entreprises. En ce qui concerne la transformation par l'expérience client, c'est pas encore, comme je l'évoquais, intuitif qu'il faille modifier en profondeur une organisation, une culture et faire évoluer de manière transverse l'entreprise. Et c'est justement là où le bas blesse un peu en France, où il y a un certain retard. Donc je vais expliquer pourquoi, mais d'abord je voudrais qu'on prenne un petit peu de recul. On est le 24 novembre aujourd'hui, et si on revient 9 mois en arrière, je sais que ça peut paraître loin, il s'est passé quelques petites choses entre-temps. Au début de l'année dernière, au début 2020, on avait anticipé, nous, 3 grandes tendances qui allaient impacter notamment les services clients, liés essentiellement d'ailleurs à la donnée et à l'intelligence artificielle. Donc début 2020, la première tendance sur laquelle on se basait, c'était l'idée que l'intelligence artificielle allait modifier en profondeur les opérations des services clients. C'est-à-dire qu'on allait s'orienter vers plus d'automatisation, plus de self-care. Quand je parle d'automatisation, c'est aussi bien dans le back-end avec tout ce qui est RPA, Robotic Process Automation, que pour certaines entreprises, et c'est un peu plus niche, sur des aspects IoT, de suivi, donc de traçage des objets. Donc ça s'adresse surtout pour des entreprises industrielles. Mais bref, un changement assez profond au niveau des opérations de l'entreprise. Le deuxième changement, c'est ce qu'on appelle, au sens un peu générique du terme, l'agent augmenté. C'est-à-dire comment faire en sorte que la personne qui interagit avec le client ait les bonnes informations contextuelles, le bon profil, sache où en est le client dans son parcours d'achat ou dans son cycle de vie, et puis avoir un certain nombre d'outils qui permettent d'anticiper le besoin et éventuellement de faire des propositions, tout ce qu'on appelle next best action, next best offer, ou même anticiper ce qu'on peut lui dire et avoir la bonne information contextuelle. Évidemment, ça change assez profondément la culture de l'entreprise et la façon dont les services clients sont augmentés, à la fois au niveau des équipes et des profils dont on a besoin, parce que si on automatise un certain nombre de tâches qui sont, on va dire, plus manuelles, de saisie, on va pouvoir avoir l'information au bon moment et donc on va avoir besoin de plus d'expertise, expertise produit, mais aussi de profils un petit peu différents qui vont pouvoir gérer notamment l'aspect émotionnel d'une conversation qu'on peut avoir avec un client. Donc 3 grandes tendances, et ça c'était début 2020. Entre-temps, on le sait tous, il y a eu la crise du Covid, la pandémie, beaucoup de services clients qui ont dû basculer en télétravail, donc une désorganisation des process pour certains, qui a potentiellement changé la donne. En fait, selon nous, ce qui s'est passé, c'est que la crise a, à l'inverse, accéléré un certain nombre de tendances qui étaient largement préexistantes et qu'elle force en fait les entreprises à se transformer. On a beaucoup parlé du monde d'après, du new normal, du next normal. Il n'y a pas tant de comportements nouveaux, il y a surtout une accélération fulgurante de tendances qui étaient préexistantes et qui du coup obligent les entreprises à se transformer. C'est pour ça que j'aime bien ce petit cartoon, ce petit dessin de marketuniste Tom Fishburne que j'ai eu l'occasion de croiser à une conférence et qui m'a donné l'autorisation d'utiliser ce petit graphique qui montre voilà, l'enjeu de la transformation des entreprises où, pour certaines, qui n'étaient pas toujours embarquées dans ce processus-là, c'est pas si urgent que ça. On sait évidemment aujourd'hui que, et plusieurs personnes l'ont dit, notamment le patron de Microsoft, on a vu en 2 mois l'équivalent de 2 ans de transformation digitale. Il y a pas mal de citations de cet acabit-là, mais effectivement, les entreprises ont été forcées à basculer davantage vers le digital et finalement, l'automatisation et la tendance autour du cloud s'est renforcée.
Une des difficultés associées à ça, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de basculer vers des nouveaux outils ou vers une autre technologie, il faut pouvoir les utiliser, il faut pouvoir changer les process et la culture de l'entreprise pour en tirer vraiment profit. Et évidemment, la crise qu'on vit actuellement et notamment le fait que beaucoup de collaborateurs soient en télétravail, ça change la donne en termes de management, en termes de culture d'entreprise, en termes de leadership. Alors, je voudrais qu'on essaie de mettre cette crise un peu en perspective. C'est éminemment difficile, évidemment, mais nous, il y a un certain nombre de grandes tendances sur les années à venir, qu'on avait d'ailleurs déjà identifiées avant la crise, et dont on pense qu'elles vont vraiment s'accélérer. On appelle ça les 4 chocs qui vont finalement redéfinir la décennie qui arrive. Le premier de ces chocs, c'est ce qu'on appelle les risques systémiques. Donc, dans risques systémiques, il y a évidemment la pandémie actuelle et risques liés à la santé. Il y a tout ce qui touche au changement climatique, tout ce qui touche aux aspects politiques, tout ce qui est un peu exogène à l'entreprise. Donc, que ce soit le Brexit, la guerre sino-américaine, tout ça, ce sont des risques externes à l'entreprise, mais qu'il faut de plus en plus combiner et modéliser pour pouvoir s'adapter au changement. Donc, ça suppose d'être plus flexible, plus agile. Ça, c'est une première tendance de fond. La deuxième tendance de fond, c'est autour de l'intelligence artificielle et du fait qu'on voit de plus en plus des éléments de robotisation et d'automatisation. C'est vrai évidemment dans les services clients, c'est vrai de manière plus large au niveau de l'entreprise. Le troisième élément qui est clé et dont on commence peut-être davantage à s'apercevoir, c'est les enjeux liés autour de la donnée employée. Les entreprises, les directions marketing, les directions clients savent l'enjeu de la donnée client pour personnaliser l'expérience, mais souvent n'avaient pas forcément en compte ou n'avaient pas régulièrement des enquêtes auprès de leurs collaborateurs pour prendre le pouls de la façon dont ils perçoivent, eux, ces changements. Et c'est éminemment clé si on veut délivrer une bonne expérience client. Donc on passe finalement à une ère où le collaborateur va avoir de plus en plus de pouvoir parce que c'est lui au final qui est en interaction avec le client et lui aussi, à l'instar du consommateur, a besoin de sens et recherche du sens et c'est ça qui fait qu'on peut finalement acquérir, retenir et développer un certain nombre de talents dont les compétences vont être amenées à évoluer, notamment à cause de l'automatisation. Donc ça, vous allez me dire, ok, mais ce sont vraiment des macro-tendances. Maintenant, concrètement, là, on arrive sur 2021 et les priorités, elles évoluent à cause de la crise. Alors, on a interrogé un panel de 1900 décisionnaires marketing et clients dans le monde pour leur demander justement comment leurs priorités avaient évolué et ce à quoi ils s'attendaient pour 2021. Alors, je vais vous présenter les résultats spécifiques au marché européen. Il y a des petites différences, mais assez légères entre l'Allemagne, la France et l'Angleterre, qui sont les 3 pays où on a évalué ces priorités. Mais on voit très nettement que l'expérience client est devenue la priorité numéro 1 des entreprises. Elle a toujours été importante, mais elle est passée devant la croissance des revenus. Un petit peu moins de directeurs marketing qui ont des titres de Chief Growth Officer, on est plus sur l'expérience client, et un petit peu moins finalement sur l'acquisition. L'enjeu, c'est vraiment d'acquérir les clients qu'on peut retenir et de fidéliser les clients existants. Donc nous, on s'attend à une hausse dans différentes industries des budgets alloués aux clients, à la loyauté, à la rétention. L'autre enjeu clé qui ressort, c'est évidemment la réduction des coûts. Certaines entreprises nous ont fait part, ce n'est pas une moyenne, mais c'est un écho, un son de cloche qu'on entend régulièrement et qui varie éminemment selon les industries et selon qu'elles sont impactées ou pas par la crise. Mais on parle quand même de budgets qui baissent de l'ordre de 30% pour certains acteurs. Donc c'est très significatif. Ça veut dire qu'il va falloir davantage contrôler les budgets, ça devient le défi numéro 1 des directions marketing et expérience client, avec un certain nombre de priorités contradictoires. Il faut gérer le court terme, les campagnes, l'opérationnel, et puis aussi en même temps essayer de pivoter vers un nouveau modèle économique, s'adapter, innover et penser un peu plus le moyen et le long terme. Ce qui est évidemment éminemment difficile, mais dans tous les cas, il faut davantage justifier les investissements. Alors une façon de le justifier, une façon de faire plus avec moins, c'est d'être créatif. On a vu beaucoup d'événements basculer en digital, on a vu une façon d'appréhender les choses différemment, donc il faut mettre les choses en perspective. Et puis aussi, il faut de plus en plus automatiser parce que c'est aussi une façon de réduire les coûts, mais en même temps d'améliorer l'expérience client. Encore faut-il pouvoir le prouver, et donc l'enjeu c'est de démontrer la valeur de l'expérience client.
Alors, nous, chez Forrester, on mesure la qualité des expériences clients sur la base de ce qu'on appelle un CX Index, donc un score, si vous voulez, de la qualité de l'expérience client, qui est basé sur ce qu'on appelle les 3 E, c'est-à-dire effectiveness, est-ce que je réponds oui ou non aux besoins de mon client, easiness, c'est-à-dire est-ce que c'est facile ou pas d'interagir avec la marque, et puis le troisième élément qui est le plus important, c'est l'émotion, c'est-à-dire quelle est la perception qu'a le consommateur de l'interaction avec la marque et quelle mémoire il va garder de cette interaction, en espérant évidemment qu'elle soit davantage positive que négative, même s'il ne faut pas se leurrer, il y a toujours un moment des irritants sur le parcours. Et l'enjeu, c'est de mesurer l'impact, pas simplement sur l'advocacy, photo à un instant T, est-ce que je recommande oui ou non la marque ou le produit, mais sur la capacité à faire de l'enrichissement finalement de cette relation. Est-ce que je peux faire de l'upsell, est-ce que je peux faire du cross-sell, et surtout, est-ce que je peux fidéliser mon client? Et ces enjeux-là, il faut absolument les lier à des KPI business. Et c'est là la difficulté. Parce que dans les différents échanges que moi j'ai pu avoir avec des entreprises dont quel que soit leur, j'ai envie de dire, leur domaine d'activité, les patrons de business unit, les patrons pays vont dire oui, évidemment, on met le client au centre, on voit ça de plus en plus dans les discours des dirigeants, mais concrètement, si je ne sais pas combien va me rapporter une initiative liée à l'expérience client, si je ne sais pas si elle augmente ma marge, si elle me permet d'améliorer mes revenus ou baisser mes coûts, je ne vais pas en fait forcément la prioriser. Et donc il faut arriver à modéliser cette corrélation ou, si ce n'est pas une approche top-down mais une approche un peu plus bottom-up, partir d'un projet concret, définir des objectifs et très clairement associer des métriques qui sont plus ou moins des approximations de l'impact sur le revenu, la marge et les coûts. Ça, c'est de plus en plus important et c'est vrai que dans les entreprises françaises, il n'y a pas encore cette considération que l'expérience client est une vraie discipline d'entreprise. Pour nous, il y en a 6. Il y a l'aspect mesure dont je viens de parler, qui est absolument critique. Il y a l'aspect recherche, compréhension des comportements consommateurs, qui est plus que jamais important, puisqu'on voit effectivement qu'avec la crise, les comportements, les attentes changent et évoluent, que les comportements sont parfois un peu contradictoires, un peu ambivalents. On veut plus de bio, on veut plus d'éthique, mais en même temps, on est tiré par le besoin d'avoir des prix bas. On aime bien la convenience et le fait de pouvoir être livré rapidement chez soi. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus écologique non plus. Donc un peu cette contradiction-là. Il y a les enjeux de priorisation des initiatives, le design, qui n'est pas juste un design de l'interface ou de l'UX, l'UI, mais qui est vraiment un design de l'offre au complet. Et puis, il y a aussi cette partie enablement, empowerment, c'est-à-dire avoir vraiment les bons outils technologiques, les bonnes plateformes pour pouvoir agir. Et c'est là où c'est parfois un petit peu difficile parce que finalement, il faut une approche qui soit assez flexible. Si on regarde le parcours client et qu'on essaie d'avoir cette fameuse vision 360, on voit qu'il y a des tas et des tas de systèmes d'information qui ne sont pas toujours corrélés entre eux. Il y a les CRM, il y a les ERP, il y a différents logiciels. C'est éminemment complexe. Et puis, il y a de plus en plus de points de contact digitaux notamment. Il y a aussi l'expérience en magasin, même si en ce moment elle est limitée. Et puis, il y a l'expérience dans le call center et au niveau du service client. Et donc, il y a rarement une seule solution qui permet de gérer ça de bout en bout. Donc l'enjeu pour pouvoir finalement délivrer et personnaliser l'expérience de marque, c'est très clairement d'avoir des outils qui soient plus flexibles. Et ça suppose de plus en plus une infrastructure et des technologies cloud, l'usage de microservices et d'API ouverts où on va pouvoir utiliser finalement la meilleure solution dans une logique plus intégrée, plus souple, plus flexible qui permet notamment le télétravail. Et c'est là qu'en France, il y a aussi un certain recul. On a posé la question à plus de 2000 décisionnaires, un petit peu moins, 1700, qui sont acheteurs de technologies ou qui influencent sur cette décision. Et au global, on a 29% de ces décideurs qui nous disent investir dans le cloud dans les 12 prochains mois. Ça, c'est une moyenne au niveau global. La France, dans l'ensemble des pays qu'on mesure, est le pays qui investit le moins. On investit quand même significativement, on a 20% des entreprises qui disent investir plus dans le cloud, mais c'est en décalage, notamment par rapport à d'autres pays européens. Il n'y a pas évidemment que le cloud, il y a l'enjeu de la digitalisation des parcours et des outils qui est extrêmement critique. Et donc, quand on pose la question à ces décisionnaires marketing et clients, comment est-ce que vous allez faire pour améliorer l'expérience client, il y a
d'abord et avant tout aujourd'hui la digitalisation qui ressort. C'est une évidence, c'est améliorer la valeur de chaque engagement client, et puis c'est aussi transformer la culture pour être plus centré client. Et c'est, selon nous, le facteur clé de succès. C'est vraiment ce qui est le plus important. C'est aussi ce qui est le plus difficile à changer. C'est ce qui prend le plus de temps. Mais c'est là où les résultats sont les plus probants. Et c'est là finalement où en France il y a un petit décalage parce qu'on est encore sur des modes de management qui sont encore assez hiérarchiques, avec des entreprises qui sont assez silotées, où il n'y a pas cette discipline transverse d'entreprise que j'évoquais tout à l'heure. Et donc pour pouvoir changer cette culture client, il faut plusieurs choses. Mais il faut déjà commencer par définir une vision de l'expérience client. Et cette vision de l'expérience client, elle est à l'intersection de la stratégie de l'entreprise, de l'ADN de la marque et de sa promesse, et évidemment des besoins consommateurs. Et de plus en plus, il faut aller vers une logique d'authenticité, c'est-à-dire vraiment s'assurer que la promesse de marque, qui de plus en plus doit contribuer finalement à la société. On le voit avec toutes ces tendances autour des entreprises à mission et de plus en plus de postures de marques qui vont dans ce sens-là, mais il faut que ce soit vraiment authentique. Et pour ça, il faut arriver à la fois à mobiliser en interne comme en externe et à inspirer. Et ça suppose effectivement de faire converger la marque entre ce qu'on raconte à l'extérieur et ce qu'on raconte à l'intérieur. C'est évidemment essentiel si les collaborateurs et les employés se sentent partie prenante et comprennent comment ils contribuent à l'expérience client. Qu'ils soient directement au contact d'un client dans un call center ou parce qu'ils sont en magasin, mais aussi sur des fonctions support qui ont un rôle de plus en plus à jouer parce que l'information dans l'entreprise, elle est de plus en plus transparente. Alors je voudrais juste partager avec vous quelques exemples d'entreprises qui font ça plutôt bien et qui arrivent à transformer cette culture client. L'exemple que je vais prendre, c'est celui de Volkswagen. Volkswagen en Australie, on a eu la chance de travailler avec Jason Bradshaw, qui est le directeur du marketing et de l'expérience client pour cette filiale de Volkswagen. Et au départ, eux étaient partis sur une logique où ils allaient mettre en place un système de bonus pour les employés, les collaborateurs de l'entreprise, mais aussi pour l'écosystème, c'est-à-dire toutes les concessions automobiles. Ils travaillent en Australie avec une centaine de concessions. Ils se sont dit, voilà, si on atteint le score de NPS, vous aurez un reward, un bonus sur votre feuille de paie. Et puis en fait, ils se sont rendus compte il y a 2-3 ans déjà que ça induisait pas mal de biais comportementaux, qu'on avait tendance à se concentrer sur un score, sur un bonus, alors qu'en fait, ça ne doit pas être un bonus, ça doit être en standard finalement dans l'expérience que l'on délivre et la valeur ajoutée finalement, la récompense, elle se traduit dans les faits par une meilleure fidélité client et par une meilleure profitabilité. Et en mettant ça en place, en supprimant cette indexation finalement de la compensation financière des employés et en mettant en place une vraie dynamique autour de la culture client avec ce partage de cette vision avec des moments clés, avec des semaines et des jours entiers dédiés à l'expérience client avec tout l'écosystème partenaire, ils ont réussi à améliorer l'expérience client et toutes leurs métriques associées et ce que j'évoquais tout à l'heure, la fidélité et la profitabilité de l'entreprise. Donc ça, c'est un exemple. Vous allez me dire, oui, mais l'Australie, c'est un petit peu loin. Donc on va revenir sur un exemple plus franco-français avec HomeServe, que vous connaissez probablement, puisqu'ils ont été élus meilleur service client de l'année depuis quelques années déjà. Il y a une certaine continuité, ils ont des taux de satisfaction qui sont importants. Pour rappel, c'est une entreprise qui met en relation des particuliers, pas que des particuliers, mais notamment des particuliers, avec un ensemble d'artisans. Je crois qu'ils gèrent un réseau de plus de 4000 artisans, que ce soit des plombiers, des électriciens, des serruriers, pour finalement réparer les problèmes que vous pouvez avoir à votre domicile. Et ce qui est intéressant dans leur démarche, c'est qu'ils ont voulu mettre en œuvre des logiques d'engagement. Engagement qui soit aussi bien au niveau des clients que des collaborateurs. Et ces principes, il y en a quelques-uns, mais je ne vais pas forcément les détailler tous, mais un des premiers principes, c'est finalement d'être transparent en donnant du sens. Alors,
allez me dire, beaucoup d'entreprises disent ça, mais comment ils le font concrètement? Ils ont plusieurs moyens pour le faire. La direction, notamment, s'adresse une fois par mois à l'ensemble des collaborateurs. Il y en a à peu près 500 en France, dont la moitié, justement, qui travaillent dans un service client, enfin dans plusieurs services clients. Mais voilà, il va y avoir une communication directe avec le PDG, ils appellent ça le canapé rouge, et on va échanger directement, sans filtre, pour expliquer la stratégie et prendre les questions des collaborateurs. Il y a une newsletter hebdomadaire qui est envoyée avec les choses positives de la semaine, ce qu'ils appellent les OOPS, c'est-à-dire ce qui n'a pas forcément fonctionné parfaitement, mais c'est bien de le reconnaître. On a tendance, en France notamment, pas exclusivement, mais à pas forcément vouloir apprendre de ses erreurs et reconnaître qu'on s'est trompé. Là, ils essaient de le faire. Et puis, ils mettent en avant aussi, de manière hebdomadaire, un certain nombre de collaborateurs, de projets ou d'initiatives, ce qui permet de donner du sens et d'être transparent. Un des autres principes qu'ils ont mis en œuvre aussi, c'est l'autonomie et la confiance. C'est évidemment important, on le voit aujourd'hui avec le télétravail, il faut changer les modes de management, il faut faire confiance, il faut déléguer. Donc ils ont mis en place un principe de subsidiarité et ils laissent les conseillers de clientèle gérer un certain nombre de ristournes commerciales si nécessaire. C'est à eux d'avoir cette latitude finalement, puisque ce sont eux qui sont au plus proche du client. Ils n'ont pas forcément à suivre des scripts ou des choses trop processé. Et puis un autre élément qu'ils ont mis en place aussi, c'est sur le recrutement finalement, pour créer cet état d'esprit, et ils insistent beaucoup sur la qualité de vie au travail et sur finalement ce partage, ce collectif qui représente les valeurs de HomeServe, on participe au recrutement des autres collaborateurs. Voilà, c'est quelques exemples de la façon dont ils mettent en musique ces principes, et ça paye puisque ils ont à la fois un certain nombre de prix et puis surtout une bonne satisfaction client qui est absolument essentiel pour pouvoir se différencier aujourd'hui. Le dernier exemple que je voulais partager avec vous, c'est la façon dont un certain nombre de dirigeants et de managers essaient d'incarner justement ces valeurs centrées clients et essaient de modifier finalement la culture de l'entreprise. Parce que si le dirigeant ne l'incarne pas, il est peu probable que les autres collaborateurs aient envie de changer leur comportement. Donc j'ai deux exemples en tête. Le premier, c'est chez Danone. On parlait d'entreprises à mission tout à l'heure. C'est une des rares B Corp, ces entreprises qui ont un statut et qui clairement dans leur mission définissent un enjeu sociétal. Emmanuel Faber est notamment un des dirigeants qui probablement en France incarne le mieux cette dynamique, et ça se ressent au niveau de l'ensemble de l'organisation, et c'est ça qui finalement induit des changements comportementaux au quotidien. Un autre exemple, ça pourrait être chez Generali, où les différents dirigeants, le directeur marketing et d'autres membres du comité de direction vont, je crois que c'est une fois par mois, en tout cas c'est régulièrement, appeler des détracteurs, des clients qui ne sont pas du tout satisfaits de l'expérience qu'ils ont pu avoir. Et c'est bien parce que ça permet à ces dirigeants, d'une part, d'avoir accès à ces plaintes clients et à ces problèmes en direct, sans filtre, et de prendre conscience directement de ces enjeux-là. Au-delà de ça, vous allez me dire, oui, mais c'est peut-être un peu un effet de com'. Oui et non. Évidemment, c'est filmé et mis en avant sur les réseaux sociaux de l'entreprise, mais ça permet de montrer effectivement que les dirigeants, les managers s'en préoccupent et que c'est important pour eux. Et si c'est important pour eux, c'est important pour moi aussi en tant que collaborateur, quelle que soit ma fonction. Voilà, je voulais juste partager avec vous ces quelques exemples pour mettre un peu en musique et rendre concret et pragmatique un certain nombre des tendances que j'ai identifiées là. Je voudrais surtout résumer les points clés de cette présentation et j'ai 3 points que je voudrais que vous gardiez à l'esprit. Le premier, c'est que la crise actuelle, elle est évidemment éminemment difficile au quotidien, elle est éminemment difficile c'est très très difficile d'anticiper les modifications qu'elle va induire. On sait qu'il va y avoir des changements importants, mais elle n'induit pas finalement tant de nouveaux comportements que ça. Elle fait surtout, ce qu'elle réalise, c'est qu'elle accélère drastiquement des changements qui étaient préexistants. Que ce soit la migration vers le cloud, que ce soit la digitalisation, que ce soit l'automatisation. Et donc les entreprises qui en profitent le plus sont celles, ou en tout cas qui en souffrent le moins, sont celles qui s'étaient déjà transformées. Et
encore une fois, cette transformation, elle doit être en profondeur et pas à la surface des choses. Il faut vraiment prendre en compte l'idée que la relation client, l'expérience client, c'est le nerf de la guerre et c'est pas juste l'affaire du service client, c'est pas juste l'affaire du marketing, c'est aussi l'affaire de la supply chain, de la logistique et des équipes IT. Et ça suppose une transformation culturelle et organisationnelle de l'entreprise. Et c'est là qu'en France, il y a un certain retard, et c'est bien de migrer sur les bonnes technologies et les bonnes plateformes, mais pour pouvoir vraiment les utiliser, il faut pouvoir changer les process et l'état d'esprit au sein de l'entreprise, prendre plus de risques. Je me souviens avoir d'échanger avec un certain nombre de patrons de boîtes de consulting qui disaient les boîtes du CAC 40, c'est des boîtes à POC. Et il faut arrêter un peu cette logique-là, il faut aller plus vite. Et d'autres pays vont plus vite, en Italie, en Espagne, ils étaient en retard et ils prennent des décisions plus rapidement pour industrialiser un certain nombre d'initiatives. Et le dernier point que je voudrais mettre en avant, et je conclurai par ça, c'est que c'est aux leaders, c'est aux patrons de l'entreprise, c'est aux directeurs marketing, aux patrons de l'expérience client et aux différents managers, et notamment au middle management, de démontrer et d'incarner finalement ces valeurs pour pouvoir fédérer clients et collaborateurs. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre attention et puis je vous souhaite un bel événement aujourd'hui avec NICE.